Si tu veux apprendre à correctement faire du React, il faut que tu apprennes ce concept. Et ce concept, c'est de penser en React. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais te guider pas à pas dans la documentation en React pour réussir à penser en React. Donc c'est la section Penser en React dans Démarrage rapide. Maintenant, si à un moment donné tu es perdu dans ton parcours pour apprendre le React, je propose du coaching. Et en fait, ce coaching, c'est une offre d'accompagnement personnalisé pendant 30 jours. Et justement, pendant ce mois, pendant ces 30 jours, je vais t'aider du mieux possible, je vais te guider pour que toi, tu puisses apprendre le plus rapidement possible le React sans être perdu. Et si tu as des questions, en fait, j'y répondrai directement. Et en plus de ça, on fera un appel toutes les semaines pour voir si, bah, par exemple pour faire du code review et pour voir si tu codes correctement. Donc je te donnerai des conseils et des astuces pour t'améliorer le plus vite possible. Si tu es intéressé, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description dès maintenant. Donc maintenant, je vais passer à la documentation React pour t'expliquer du coup comment est-ce qu'on pense en React. Donc ce qui est dit, c'est que React peut changer votre façon de penser au design que vous observez et aux applis que vous construisez. Lorsque vous construisez une interface utilisateur, donc une UI, avec React, vous commencerez par la décomposer en éléments appelés composants. Ensuite, vous décrirez les différents états visuels de chaque composant. Enfin, vous brancherez vos composants ensemble de façon à ce que les données circulent entre eux. Donc en fait, dans ce tuto, tu vas voir comment est-ce qu'on pense en React et comment construire les composants pour pouvoir réutiliser la logique de ton code en gros. Donc là, ils mettent un exemple avec des données qu'ils ont récupérées depuis une API JSON qui aurait ce format-là ou qui retournerait plus précisément ces données-là. Donc on peut voir qu'il y a 6 objets, dont la moitié c'est des fruits et l'autre moitié c'est des légumes, qui ont chacun un prix différent, une variable stocked pour savoir si le prix est en stock ou pas, si le produit est en stock ou pas, et ensuite une variable, donc une propriété non. La maquette de l'application ressemble à ça, donc en fait ton but toi est de construire cette maquette-là à partir de ces données-là. Donc on va voir comment réussir à faire cette maquette, comment est-ce qu'on va décomposer chacun des éléments de cette maquette pour pouvoir gérer toutes les informations qui nous sont fournies. Donc la première étape va être de décomposer en fait l'interface utilisateur en une hiérarchie de composants. Donc en fait ça veut dire que tu vas devoir, lorsque tu vas faire la maquette en fait de ton application, de décomposer sous forme de composants, c'est-à-dire de dessiner des boîtes autour de chaque composant et sous-composant de la maquette, et ensuite les nommer. Donc ça te permettra de séparer en fait chacun des éléments de ta maquette. En fonction de votre propre vécu, vous pouvez aborder la découpe du design en composant selon divers axes. Donc la première, ce serait l'axe de la programmatique. Utilisez les mêmes techniques d'arbitrage que si vous deviez créer une nouvelle fonction ou un nouvel objet. Une de ces techniques réside dans le principe de responsabilité unique qui veut qu'un composant ne doive idéalement faire qu'une seule chose. Donc ça fait partie des principes solides. Je suppose que si je clique sur le lien, voilà, donc c'est le S dans solide pour Single Responsibility Principle. S'il se retrouve à grandir, il devrait sans doute être décomposé en sous-composants. Donc en gros, c'est tu commences par faire un gros composant qui contient tout, et ensuite, si tu le fais évoluer plus tard et qu'il commence à y avoir beaucoup de différentes parties dans ton composant, tu le décomposeras en sous-composants. Ensuite, le deuxième axe, c'est l'axe CSS. Réfléchissez aux endroits pour lesquels vous définiriez un sélecteur de classe. Ceci dit, les composants sont un peu moins granulaires. Et enfin, le dernier, c'est le design. Imaginez comment vous organiseriez les couches du design. Donc en fait, les composants, tu peux les faire dans ton design et ensuite les retranscrire en fichier dans ton application. Ça te permettra d'être un peu plus efficace et un peu plus organisé. Si votre JSON est bien structuré, vous constaterez souvent qu'il y a une sorte de correspondance naturelle à la structure des composants de votre UI. C'est parce que l'UI et les modèles de données ont souvent la même architecture d'information, donc c'est-à-dire la même forme. Découpez votre UI en composants avec chaque composant qui correspond à une partie de votre modèle de données. Donc un composant, pour rappel, c'est un morceau de l'interface. Ça va être un, un bloc en gros de JSX qui permet d'afficher quelque chose sur ta page. Et en fait, en gros, ce paragraphe dit que ton JSON sera plus ou moins synchronisé de base avec tes composants si tu les as bien décomposés. Donc on peut décomposer la maquette qu'on a vue ici en 5 composants. Le premier composant c'est Filter Rebel Product Table en gris qui va contenir en fait tous les composants de la maquette. Ensuite, ce composant contiendra deux éléments, donc le bleu et le violet, à savoir le composant Search Bar qui sera la barre de recherche et le composant Product Table qui affichera la table des données.
Et ce composant product table, on peut le décomposer en plusieurs lignes qui seront soit le composant product category row, donc qui affichera la catégorie, soit product row, qui affichera du coup le nom du produit suivi de son prix. Et alors là, il précise qu'en gros, dans le produit, dans le composant product table, on voit que name et price ici, les deux colonnes à ton tableau, ne sont pas dans un composant, parce qu'en fait, ça veut dire que on aurait pu encore plus décomposer cette maquette et faire un sixième composant qui serait par exemple product column. Et en fait, ça, ce qu'ils disent, c'est que ben ça dépend un peu de comment est-ce que tu vois la chose, ça dépend de chacun, et ça dépend de aussi comment est-ce que ton composant est lisible. Donc là, on n'a pas non plus énormément de composants dans le composant en mauve, donc on peut se permettre de faire ça. Mais s'il y avait bien plus de complexité, il aurait peut-être fallu séparer ces deux colonnes dans un nouveau composant. Voilà, donc c'est ce qu'ils disent en fait ici. Ceci dit, si cette en-tête devenait complexe, par exemple en ajoutant des déclencheurs de tri, vous pourriez l'extraire vers son propre composant, Product Table Header. Maintenant qu'on a identifié les composants de la maquette, on va pouvoir déterminer la hiérarchie des composants créés à partir de ça, et les composants qui apparaissent au sein d'un autre composant dans la maquette devraient apparaître comme enfants dans cette arborescence. Donc en fait, on va avoir un composant parent filterable product table qui contiendra deux enfants, à savoir search bar et product table, donc qui sont le composant bleu et le composant violet. Et le composant violet product table a deux enfants qui sont product category row et product row qui sont en bleu et en vert. Et là, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas précisé par contre sur le site, c'est que comment est-ce qu'on fait la maquette? Et pour cela, en fait, ta maquette, tu peux la faire par exemple avec Figma. Donc en fait, Figma, ça permet un peu de faire tout, mais ça peut être utilisé pour faire des maquettes ou pour faire des wireframes. Les wireframes, en fait, voilà, ça va être ce genre de choses ici. En fait, c'est ton application, mais sans le côté joli. Ça va juste être, tu vois, une image, si j'agrandis l'image, en fait, ton image, ça va juste être un carré à la main avec une croix, pour dire là j'ai une image dans mon site, mais tu vas pas mettre les coins arrondis, tu vas pas mettre une image jolie, enfin tu vas pas faire les maquettes précisément. Ça va être juste un aperçu de la maquette pour voir la structure de ton site. Et donc ça, tu peux aussi le faire avec Figma. Donc tu peux juste créer des éléments à la main, mais tu peux aussi utiliser ben, Miro là comme dans l'exemple. Il y a aussi Balsamic comme ça. Mais le problème de ce site, c'est qu'en fait c'est payant, mais c'est bien. Moi je l'ai utilisé quand j'ai fait mon DUT et en fait c'est vraiment pratique pour faire des wireframes et des premières versions de la structure de ton site. Voilà, et après je suppose que tu peux aussi utiliser ces choses-là pour faire tes composants. Voilà, donc ça c'était juste une petite parenthèse en fait pour faire les maquettes. Donc maintenant on va passer à l'étape 2 qui est de construire une version statique en React. Donc en fait, à partir de ta maquette, pour te simplifier un peu la chose, tu vas d'abord vouloir faire une version statique, donc une version qui n'a aucune interaction possible, juste qui affiche les données, et ensuite rajouter de l'interactivité, par exemple avec les boutons, avec du drag and drop, et rajouter les fetch à l'API, donc c'est-à-dire relié à la base de données. À présent qu'on a fait la hiérarchie de composants, il est temps de l'implémenter dans l'application, et l'approche la plus directe pour ça consiste à construire une version qui affiche lui à partir du modèle de données, mais sans gérer l'interactivité pour le moment. Il est souvent plus facile de construire une version statique d'abord et d'ajouter l'interactivité ensuite. Construire une version statique nécessite beaucoup de saisie, mais peu de réflexion, alors que à l'inverse, ajouter de l'interactivité nécessite beaucoup de réflexion, mais peu de saisie. Donc en fait là, en gros ce qu'ils disent, c'est que dans notre cas, ça va être super simple de faire une première version statique de cette maquette, mais dès qu'on va vouloir rajouter de l'interactivité avec la search bar par exemple, donc la barre de recherche, ça va être difficile à implémenter et donc tu n'auras pas beaucoup de code à taper, mais tu auras beaucoup de réflexion à faire. Donc pour construire cette version statique, on va avoir besoin de construire des composants qui en réutilisent d'autres et leur passent des données grâce aux props. Donc les props, pour rappel, c'est juste le fait de passer des paramètres à un composant. C'est un peu similaire à des attributs en HTML, sauf que là en fait ton composant va pouvoir récupérer les données que tu auras passées à tes attributs qui sont en fait appelés en React du coup props. Les props sont un moyen de passer des données du parent aux enfants, donc voilà, comme je l'ai dit, ça va être juste un moyen de passer des données. Là, il précise que si tu es à l'aise pour la notion d'état, on va pas utiliser d'état en fait pour la version statique, parce que
En fait, dès que tu mets de l'état, ça veut dire que tu rajoutes de l'interactivité, parce que les données changent avec le temps. Donc, pas d'état pour cette première version. Et là, ils nous disent qu'on peut construire l'application de deux manières, soit de haut en bas, soit de bas en haut. Donc, c'est par rapport à la hiérarchie des composants qu'on a établi juste au-dessus, ici. Donc, en fait, tu peux soit commencer du coup par faire product row et product category row, puis remonter comme ça dans product table, search bar et filtered product table. Soit tu fais l'inverse, tu fais d'abord le composant tout en haut, donc filtered product table, et tu descends en bas. Alors moi personnellement j'ai l'habitude plutôt de descendre en fait. Je fais d'abord le plus haut composant et je fais ensuite les composants enfants à ce plus haut composant. Donc là, il nous propose le code de l'application directement, donc une application qui est fixe. Je vais ouvrir le code sandbox et te montrer le code un peu plus en détail. Donc comme tu peux voir, la maquette, bah, elle est bien faite, mais nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est le code. Donc je vais fermer ça. Là, on va voir que, alors, la structure de l'application est très simple. On a juste un fichier app.js qui va afficher, qui va contenir tous les composants en fait. Donc je peux fermer ça. Voilà, et on va s'intéresser uniquement au fichier app.js. Donc le premier composant c'est product category row. Donc si je reprends la maquette, eh bien tu peux voir que du coup que le premier composant, donc la première fonction qui sert de composant, c'est product category row. Donc le composant numéro 4, et il va retourner une balise tr qui permet de faire une ligne en fait à un tableau en HTML et qui va retourner juste le nom de la catégorie qui est passé en props. Le composant product row va lui prendre un product en props et ce product row déclare une variable name qui va, en fonction du produit stocké, être de valeur product name ou de valeur span de product name avec une couleur en rouge. Donc en fait, si le produit il est stocké, on va juste l'afficher normalement, et s'il n'est pas stocké, s'il n'est pas en stock, ça veut dire qu'on va vouloir, on va vouloir afficher en rouge le nom du produit. Et ensuite, le composant va retourner du coup aussi une ligne tr qui contiendra le nom du produit et son prix. Donc une première colonne et une deuxième colonne. Et donc comme on l'a vu juste avant, le nom peut être en rouge ou en normal. Le troisième composant est product table qui est en violet et lui prend en props cette fois des products, donc la liste des produits. Et ensuite, ça va itérer pour chacun des produits dans cette liste. Donc en fait, ça va pousser un composant qui est product category row si la dernière catégorie est différente de la catégorie actuelle du produit. Donc en fait, ça va créer une nouvelle section, une nouvelle catégorie en vert dans ce qui sera affiché. Et sinon, ça va pusher le composant product row qui permettra d'afficher les produits. Et ensuite, cette row, on l'affiche dans la balise tbody de notre table et c'est bon. Et voilà. Maintenant, pour la barre de recherche, c'est juste un formulaire qui contient un input ainsi que un label avec un deuxième input pour la checkbox. Et en fait, là, il n'y a pas d'activité, mais généralement pour les formulaires, du coup, tu veux mettre une action, action qui fait une requête en post. Et enfin, pour le dernier composant, filterable product table, c'est juste bah, du coup le composant bleu suivi du composant violet, à savoir search bar et product table, dont on passe à product table la liste des produits que le composant prend lui-même en props. Parce qu'en fait, quand tu vas dans ton application app, tu peux voir qu'on a mis le composant ici filterable product table, dont on a passé en props product qui est cette liste de produits, donc ça c'est en brut, mais généralement tu veux plutôt prendre tes données depuis une API externe, donc c'est-à-dire les récupérer de ta base de données ou d'une base de données en général. Donc je retourne sur le site de React, et maintenant, grâce à ce qu'on a fait, enfin grâce à ce qu'on a vu juste là, on a en fait une bibliothèque de composants qui sont réutilisables et qui afficheront bah, le modèle de données qu'on a. Puisque vous construisez ici une version statique de l'appli, ces composants ne renvoient que du JSX. Le composant au sommet de la hiérarchie, donc filterable product table, prendra votre modèle de données comme props. On parle de flux de données unidirectionnel parce que les données circulent uniquement en descente, c'est-à-dire vont d'un composant parent à un composant enfant. Donc eux ils disent ça du composant racine vers ceux tout en bas de l'arborescence. Comme tu l'as vu, on n'utilise aucune valeur d'état. Donc maintenant, l'étape 3 va être de trouver une représentation minimale suffisante de l'état de l'UI. Donc en fait, il va falloir que tu définisses quels sont les états dans ton application pour la rendre interactive. Pour rendre votre UI interactive, vous allez devoir permettre aux utilisateurs de modifier le modèle de données sous-jacent. Vous utiliserez l'état pour ça. Considérez l'état comme un jeu minimum de données susceptibles de changer dans votre appli doit se souvenir. Donc en fait ce que ça dit c'est que tant que la page n'est pas rechargée, l'application va se souvenir des données qui sont dans un état. Le principe le plus important pour structurer l'état consiste à maintenir
le dry, donc don't repeat yourself, déterminer la plus petite représentation possible de l'état dont votre application a besoin et calculer tout le reste à la volée. Par exemple, si vous construisez une liste d'achats, vous pouvez en stocker les éléments comme un tableau dans l'état. Si vous avez aussi besoin d'afficher le nombre d'éléments du panier, vous ne stockez pas ce nombre dans une autre valeur de l'état, on va simplement lire la longueur de ce tableau, donc de ce premier état, sans en créer un deuxième. Réfléchissez maintenant à toutes les données dans cette application d'exemple. Donc tout d'abord, la liste originale des produits, le texte de recherche saisi par l'utilisateur, l'état de la case à cocher, et enfin la liste filtrée des produits. Donc en fait, ça c'est grâce à cette liste que tu as établie en réfléchissant à toutes les données dans ton application, tu vas pouvoir déterminer des états. Donc là, comme tu peux le voir, a priori, d'abord, on aurait environ 4 états dans notre application. Qu'est-ce qui constitue de l'état là-dedans? Identifier ce qui n'en est pas. Donc en fait, maintenant, tu vas faire un tri par rapport à ce qui n'est pas un état dans la liste, et pour cela, tu peux te poser les questions suivantes. Est-ce que ma donnée reste inchangée au fil du temps? Si oui, ce n'est pas un état. Est-ce que c'est passé depuis un parent via des props? Si oui, ce n'est pas un état. Est-ce qu'on peut calculer l'état basé sur un autre état ou props existant dans un composant? Si oui, ce n'est pas non plus un état. Donc tout le reste, ça va probablement être un état. Et quand on se pose toutes ces questions pour chacune de notre liste établie juste ici, c'est-à-dire de notre liste d'états potentiels, on peut se rendre compte que la liste originale des produits nous est passée dans les props, donc ce n'est pas un état. Donc en fait, la liste des produits, on la passe en props depuis le début, donc depuis si je retourne à mon code sandbox, tu vois c'est un props, donc ça ne va pas être un état. Le texte de la recherche semble être de l'état car il change au fil du temps et ne peut être calculé sur aucune autre base. Donc ce qu'on va mettre dans cette input ici pour rechercher un produit va être un état parce que il change au fil du temps et qu'il ne peut pas être calculé sur une autre base, donc sur un autre état. Ensuite, le point numéro 3, l'état de la case à cocher semble être un état car il change au fil du temps et ne peut pas être calculé sur une autre base. Et enfin, la liste filtrée des produits n'est pas de l'état car elle peut être calculée en prenant la liste originale des produits et en la filtrant selon le texte de recherche et l'état de la case à cocher. Donc en fait, la liste filtrée que tu vas afficher, imagine que tu cherches que les Apple, bah en fait, tu ne vas pas créer un nouvel état qui sera la liste filtrée, parce qu'en fait, tu vas juste prendre la liste de base et afficher uniquement, à partir de cette liste-là, les produits qui ont Apple dans mon exemple, dans leur nom. C'est peut-être pas clair, mais en fait, en faisant ça, pour l'instant, tu n'as pas besoin d'utiliser un nouvel état pour filtrer une liste de produits. Donc au final, on a deux états, à savoir le texte de la recherche et l'état de la case à cocher. Donc maintenant, l'étape 4 est d'identifier où est-ce que l'état devrait vivre, donc où est-ce qu'on devrait placer l'état, dans quel composant on devrait mettre l'état. Après avoir identifié les données d'état minimal de votre appli, vous allez devoir identifier quel composant est responsable de faire évoluer cet état. C'est-à-dire quel composant possède l'état, donc quel composant va mettre l'état. Souvenez-vous, React utilise un flux de données unidirectionnel où les données descendent le long de la hiérarchie des composants des parents vers les enfants. Tu ne peux pas mettre un état dans un enfant et le faire remonter dans un parent. Tu dois obligatoirement définir un état dans un parent pour le faire ensuite redescendre dans un enfant, mais pas l'inverse. Si à un moment donné en fait tu es bloqué et que tu as un état qui est dans un enfant, mais que tu veux que le parent utilise aussi cet état, tu vas devoir faire ce qu'on appelle remonter l'état et changer du coup où est-ce que ton état va vivre, c'est-à-dire le faire remonter dans le parent. Donc c'est-à-dire le faire vivre dans le parent plutôt que dans l'enfant. Il n'est pas toujours immédiatement évident de savoir quel composant devrait posséder quel état. En fait, c'est difficile si ce concept est nouveau pour toi, mais tu peux trouver la réponse en utilisant les étapes qui suivent. Donc tout d'abord, pour chaque élément d'état de votre application, identifie chaque composant qui affiche quelque chose sur la barre de cet état. Ensuite, trouve leur plus proche ancêtre commun, un composant qui est au-dessus de tous dans l'arborescence. Et ensuite, on va décider où l'état devrait vivre. Donc, c'est-à-dire le plus souvent, vous pouvez mettre l'état directement dans l'ancêtre commun, ou sinon, vous pouvez aussi le mettre dans un composant au-dessus de leur ancêtre commun, et si vous ne trouvez aucun composant dans lequel il semble logique de placer l'état, créez un nouveau composant spécifiquement pour contenir l'état et insérez-le dans l'arborescence juste au-dessus de leur ancêtre commun. Donc en fait, je vais me rendre sur Excalibur pour te faire un petit schéma de ça. On peut représenter l'arborescence
que tu as de composants comme ça en fait. Tu vas avoir un premier composant, donc un rectangle c'est un composant, puis tu vas avoir un deuxième composant, puis un troisième composant, puis un quatrième composant, etc., etc. Donc le premier composant, il a deux composants enfants. Le premier composant enfant, il a lui aussi deux autres composants enfants. Et le deuxième composant enfant de la racine va avoir lui-même deux composants enfants. Et en fait, ce que ça te dit, c'est que si là, le composant, celui-là, on va dire, on va l'appeler A et B, et ça on va l'appeler C. Si le composant A et B utilisent le même état, tu vas devoir placer la définition de cet état dans le composant parent commun le plus proche, c'est-à-dire dans notre cas, le composant C. Donc c'est ici que tu vas définir ton état, et ensuite tu vas le passer en tant que props à ton composant A ainsi qu'à ton composant B. Si en plus dans notre cas on avait un composant D qui utilise aussi le même état que le composant A et le composant B, alors on n'aurait pas dû définir l'état dans le composant C, mais dans le composant racine, je vais l'appeler R, parce que l'ancêtre commun dans la hiérarchie des composants de ces trois composants, donc de D, de A et de B, est la racine. Parce que ici, si je définis l'état ici, A et B ne peuvent pas y accéder en les passant en props, parce qu'on ne peut pas faire remonter l'état puis le faire redescendre. Si je le place ici, dans le composant, on avait dit C, bah, pareil, je peux le passer à A et à B, mais je peux pas le faire remonter au composant racine, puis le faire redescendre jusqu'à faire en sorte qu'il arrive au composant D. Donc, je suis obligé de le mettre dans le composant R, dans le composant racine ici, pour le faire redescendre dans le composant C en tant que props, puis le faire redescendre dans le composant A et B, aussi en tant que props, et aussi le faire passer de ce côté-là, puis de ce côté-là en tant que props, pour qu'il arrive au composant D. Donc je continue de lire la documentation. Lors de l'étape précédente, vous avez trouvé deux éléments d'état pour cette application. Le premier qui est le texte de la recherche et le deuxième la case à cocher. Donc dans notre exemple, ils apparaissent toujours ensemble, de sorte qu'il semble logique de les placer au même endroit. Donc là, ils mettent l'exemple de la stratégie que je viens de te montrer avec les schémas sous forme écrite en fait. Donc on va devoir d'abord identifier tous les composants qui utilisent cet état. Donc dans notre cas, il va y avoir product table, donc product table, c'est ce composant-là, et search bar, c'est ce composant-là. Ensuite, on va devoir trouver l'ancêtre commun le plus proche. Donc le plus proche ancêtre commun à ces deux composants est en fait filtered product table. Donc filtered product table dans notre cas, c'est le composant en gris parce que parce que c'est comme ça, c'est search bar et product table sont dans filterable product table. Et filterable product table est le plus proche ancêtre commun. C'est un peu comme un SVT avec la génétique. Le point numéro 3, c'est de décider où l'état devrait vivre. Donc où est-ce qu'on va créer notre état, où est-ce qu'on va le définir. Nous stockerons le texte de la recherche et de l'état de la case à cocher dans filterable product table parce qu'on a défini que c'était le plus proche ancêtre commun. Grâce à ça, les valeurs d'état vivront dans filterable product table et donc on peut ajouter l'état au composant à l'aide d'un hook. Et le hook en question est le use state. Et ils expliquent les hooks comme des fonctions spéciales qui permettent de vous accrocher à React. Bon, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en gros, ça va te permettre d'ajouter deux variables d'état qui seront enregistrées entre guillemets dans ton application tant que tu ne la recharges pas. Donc ajouter deux variables d'état à la racine de filterable product table et donner-leur des valeurs initiales. Donc voici la syntaxe pour ajouter deux nouveaux états qui permettront de gérer la charge bar et la case à cocher. Donc je vais aller dans le rep ici et je vais faire ça, ce qu'ils disent en direct. Donc dans filterable table product, tu vas vouloir définir le premier état en faisant const entre crochets filter text suivi de setFilterText égale use state. Donc comme on l'a vu, c'est ce qui permet de créer l'état en React. Et on va le définir, on va lui créer une valeur initiale qui sera une chaîne de caractères vide. Et pour la case à cocher, on va faire pareil, mais on va appeler la variable inStockOnly et setInStockOnly. Donc pour afficher uniquement les produits qui sont en stock. setInStockOnly. Voilà, donc c'est important de respecter la convention d'écriture qui dit que la variable qui permet de modifier l'état doit être appelée set suivi de la première, la première lettre en majuscule de ta variable. Et donc là, égale useState de false parce que la case à cocher sera pas cochée initialement. Ensuite, on va vouloir passer ces variables d'état, donc filter text et
in stock only aux composants search bar et product table, parce qu'on a vu juste avant que ces deux composants étaient ceux qui utilisaient les états qu'on vient de créer. Attention, ils ne l'ont pas précisé aussi, mais le useState, tu dois l'importer de React en faisant en haut de ton fichier import useState from React, comme ça. Et là, tu peux voir en plus que j'ai pas d'erreur. Donc je vais passer maintenant filter text en props en faisant filter text égale filter text. Pareil pour le in stock only. Et je vais copier ça et le passer en props aussi au product table. Voilà, donc ça me fait ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire en sorte que la search bar et le product table acceptent ces props parce qu'on les a passés, mais en réalité, on n'a pas encore fait en sorte que ces deux composants acceptent les props. Donc, je vais me rendre dans le composant search bar et faire entre accolades les valeurs qu'on a créées, enfin les valeurs qu'on a définies là, donc filter text et in stock only, comme ceci. Grâce à ça, search bar peut utiliser ces deux variables. Et maintenant, on va faire la même chose pour l'autre composant. Donc on va rajouter ces deux variables dans le composant product table après product. On va pouvoir utiliser la variable, les variables d'état dans le composant search bar en rajoutant une propriété value aux inputs. Donc value pour le type text de placeholder recherche, on va dire value égale filter text. Et pour le type checkbox, on va mettre value égale in stock only. En faisant ça, si je mets l'aperçu de ce que ça rend, enfin la page créée quoi, on peut voir que ça me met un warning par contre dans la console, mais que ça marche bien, enfin que ça marche correctement. Juste pour l'instant, je ne peux pas taper dans le champ input parce que bah, c'est le warning en fait, c'est pour ça que le warning est là. En fait, on n'a pas encore mis de valeur pour changer l'état, donc React ne comprend pas qu'il doit afficher une nouvelle valeur. Donc c'est ce qu'ils disent ici. Donc c'est ce qu'ils disent ici. Remarquez que la saisie dans le formulaire ne marche pas encore. On voit une erreur dans la console du bac à sable qui nous explique pourquoi. Vous avez fourni une prop value au champ de formulaire sans gestionnaire unchange. Le champ sera placé en lecture seule. Donc en fait, ça dit que le champ recherche ici est en lecture seule, donc on ne peut pas taper. Dans le bac à sable ci-dessus, donc le bac à sable c'est ce site-là, c'est le code sandbox. Product table et search bar lisent les props filter text et is in stock only pour afficher le tableau, le champ de saisie et la case à cocher. Par exemple, voici comment search bar fournit la valeur du champ. Donc ça on l'a vu. En fait, on met value égale la valeur que l'on veut pour définir la valeur de l'input. Cependant, vous n'avez pas encore ajouté de code pour réagir aux actions de l'utilisateur comme la saisie, donc tapez sur le clavier. Ce sera notre dernière étape. Donc voici la dernière étape pour ajouter l'interaction entre la search bar et les produits de l'application. Ajouter un flux de données inverse. Pour le moment, notre appli s'affiche correctement avec les props et l'état qui circulent le long de son arbre naissance, mais pour modifier l'état suite à des saisies des utilisateurs, vous allez devoir permettre un flux de données dans l'autre sens, donc de bas en haut. Les composants de formulaire enfouis dans l'arbre vont avoir besoin de mettre à jour l'état filterable product table, et pour réussir à créer ça, React impose que ce flux de données soit explicite, ce qui nécessite un peu plus de code qu'avec des liaisons de données bidirectionnelles. Si vous essayez de saisir quelque chose dans la recherche ou de cocher la case dans l'exemple ci-dessus, vous verrez que React ignore vos saisies et c'est voulu. En écrivant impute value égale filter text, vous avez calé la propre value de l'input pour qu'elle reflète toujours l'état filter text, passé depuis filterable product table. Puisque l'état filter text n'est jamais modifié, le champ ne changera jamais. Donc ça c'est ce que j'ai expliqué juste avant. Maintenant on souhaite faire en sorte que à chaque fois que l'utilisateur modifie le formulaire, on mette à jour l'état pour refléter ces changements. L'état appartient à filterable product table, de sorte à ce que ce composant peut appeler set filter text et set in stock only. Pour permettre à ChargeBar de mettre à jour l'état de filterable product, en fait on va devoir passer des fonctions à ChargeBar. Donc en fait on veut modifier l'état et pour cela on doit passer les fonctions à l'état. Pour cela on va devoir passer set filter text qui permet de mettre à jour l'état dans le composant ChargeBar et ainsi que set is in stock only. Alors là ils ont fait ça mais moi je recommande pas de faire ce genre de choses, mais c'est pas grave, on va dire que pour l'exemple et pour démarrer, il vaut mieux faire ça comme ça. Au sein de SearchBar, ajouter des gestionnaires d'événements onChange
à vos champs et utilisez-les pour modifier l'état du parent. Donc on va vouloir passer en plus en props, ce qui permet de changer l'état de nos champs input. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc dans search bar, je vais ajouter on filter text change et on in stock change. Je vais les passer dans le composant search bar en props en faisant on filter text change égale set filter text, si j'arrive à l'écrire, voilà. Et on in stock change égale set in stock only. Je l'ai mal écrit, in stock only, c'est in stock only change. Voilà, c'est avec un only en plus. Donc je vais le copier, je vais sauvegarder, ça me le formate. Et je vais modifier du coup le composant pour faire en sorte que ce soit on in stock only change plutôt que on in stock change. Et maintenant il ne reste plus qu'à faire en sorte que lorsque l'utilisateur tape et clique sur la case à cocher, ça modifie les deux variables des inputs. Donc pour cela, tu vas devoir utiliser une fonction onChange. OnChange prend en valeur une fonction qui prend en paramètre l'événement de changement de valeur de l'input, et on va dire à cette fonction, change la valeur de mon état par la valeur de l'input, c'est-à-dire par la valeur tapée par l'utilisateur. Dans le cadre de la checkbox, c'est pas la valeur de l'input, mais la valeur checked de l'input en fait, parce que c'est un booléen. Donc dans l'input, on va mettre en plus onChange égale la syntaxe pour dire que on va rajouter JavaScript, entre parenthèses, fonction fléchée, et on va faire en sorte que cette fonction onChange de notre input exécute la fonction onFilterTextChange et passe en paramètre du coup e.target.value. E qui je rappelle sera l'événement de l'input text, et en fait ça c'est du JavaScript de base. Quand tu fais ce genre de choses, l'événement a une valeur qui est target, enfin une propriété target, et la propriété value de la valeur de target contient en fait la nouvelle valeur modifiée de ton input. Je vais faire pareil pour la case à cocher, mais juste mettre en plus, enfin changer la fonction onFilterChange par onInStockOnlyChange et changer le e.target par .value par e.target.checked. Voilà. Et là, donc si je clique sur n'afficher que les produits en stock, ça ne fait rien, parce qu'en fait, on n'a pas encore changé l'affichage conditionnel en fonction des états. Alors je me rends compte que eux, ils ont fait cette étape juste avant. En fait, ils l'ont fait un peu au-dessus, je sais pas exactement quand. Mais en tout cas, ils ont fait l'affichage conditionnel juste avant, donc je vais le faire maintenant. Donc dans le composant product table, on doit mettre voilà, on doit mettre ça ici, ces conditions, en plus du if product.category est différent de last category. Donc je vais juste copier-coller dans la fonction for each. Donc si le nom du produit qu'on a mis en lowercase, donc lowercase c'est transformer les majuscules de ton mot en minuscules, et ensuite ça va exécuter le point .indexOf en passant en paramètre filtertext.toLowerCase, donc une chaîne de caractères qui correspond à l'état en minuscules. Et en fait le indexOf, si on va sur la documentation de JavaScript, tu peux voir que ça prend en paramètre une array ou une chaîne de caractères, et ça va retourner le premier index de l'élément dans le tableau, ou -1 si la valeur n'est pas trouvée. Donc en fait, le paramètre qu'on passe à indexOf, c'est l'élément recherché, et la valeur que ça retourne, c'est l'indice de le premier index en fait de l'élément recherché. Donc si ce que ça retourne indexOf est égal à -1, c'est-à-dire si on n'a rien trouvé, alors je retourne rien, c'est-à-dire que je n'affiche pas le composant, parce qu'il ne fait pas partie de la recherche. Et la deuxième condition, c'est si inStockOnly, donc l'état est à true, c'est-à-dire qu'on a coché sur la case ici n'afficher que les produits en stock, et que le produit n'est pas stocké, alors je ne vais rien faire, c'est-à-dire je ne vais pas l'ajouter à la liste d'éléments qui est affichée, donc je ne l'affiche pas. Voilà, donc je reviens dans l'étape 5 parce que j'étais plus dans l'étape 5 là. Mais maintenant, du coup, bah en fait, l'application, elle fonctionne correctement. Donc, si j'enlève ça, tu peux voir que quand je clique sur n'afficher que les produits en stock, ça enlève les produits qui sont en rouge, c'est-à-dire qui ne sont pas en stock. Et quand je recherche, si je recherche pomme, tu peux voir que
Ça me filtre bel et bien pomme. Voilà, donc tu as réussi à faire une petite application en pensant en React, donc en utilisant la logique pour créer des composants en React, en utilisant la logique pour penser en React. Et cette logique te permettra de faire en fait, tes applications en React afin de décomposer correctement tous tes composants dans ton application et créer donc des fichiers qui sont correctement réutilisables. Et maintenant, il faut juste que tu pratiques un maximum pour que tu gagnes un maximum d'expérience et que tu comprennes comment est-ce que tu peux décomposer du mieux possible tes éléments sans trop en faire, mais sans en faire pas assez. Voilà, donc maintenant je te laisse cliquer sur la prochaine vidéo et dans la prochaine vidéo, on va voir comment est-ce qu'on installe en local un projet en React. Et juste avant de terminer, n'oublie pas que je propose une offre d'accompagnement personnalisé sur 30 jours. Donc si tu es perdu et que tu aimerais que je te guide personnellement, clique sur le premier lien dans la description.